Nicolas Louvet, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes CEO de Bonjour à tous. CoinHouse. Alors, le thème de ce débat, ce sont les nouveaux actifs numériques et les enjeux en matière de distribution. Alors d'abord, CoinHouse, peut-être qu'on ne vous connaît pas bien. Vous avez changé de nom, c'est une boîte qui a changé de nom en plus. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'il y a aussi deux marques en fait, qui sont citées ici, CoinHouse d'une part et CoinHouse Custody Services. Donc d'abord, Nicolas, peut-être un petit historique de cette structure, de ces structures, et qu'est-ce qui les différencie? Alors, bonjour à tous, merci Jérôme pour l'introduction. Donc, deux marques en réalité cachent un groupe unique autour de CoinHouse. Nous sommes des spécialistes des actifs numériques et on adresse une clientèle de particuliers et d'entreprises à travers tout le marché, tout le continent européen. L'historique, en fait, on vient de Ledger, on est une spin-off de la société Ledger, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands spécialistes de la sécurisation des cryptos au niveau mondial. Historiquement, on s'appelait CoinHouse et on a créé CoinHouse Custody Services pour répondre à des besoins d'institutionnels et on va progressivement d'ailleurs rebaptiser toute cette partie par CoinHouse Solutions qui sera vraiment destinée aux entreprises et aux institutionnels dans une approche très B2B, là où CoinHouse adresse plutôt le particulier en direct ou via des distributeurs dans sa démarche de diversification de son épargne, diversification de ses investissements, avec tout un tas de solutions qui sont de l'investissement directement dans un certain nombre de cryptos. On en propose une cinquantaine, mais également dans des produits d'actifs sous gestion. On gère deux grandes catégories de produits qu'on rend accessibles à ses clients. Donc CoinHouse, plutôt plateforme retail et on va dire professionnelle, diversification de l'épargne, on rentre dans l'investissement dans les cryptos, soit on en achète, on les conserve avec CoinHouse, on peut faire tout un tas d'opérations, les vendre, les swapper, en racheter d'autres, obtenir des conseils, etc. Et on peut aussi accéder à des produits d'investissement qui sont pas juste, qui sont en fait de la crypto managée. Alors que CoinHouse Custody va se rebaptiser prochainement CoinHouse Solutions. Et ça, là, on adresse plutôt des institutionnels, des grandes entreprises pour des besoins comme le paiement, par exemple, la conservation, mais pour des fonds d'investissement. Si quelqu'un veut faire une assurance vie en mettant de la crypto à l'intérieur, elle va avoir besoin d'un conservateur régulé. Nous, on l'est et on l'est en France et au Luxembourg pour toutes ces sociétés. Et en Belgique également depuis peu. Donc vous êtes un des nouveaux intermédiaires finalement entre ces nouveaux actifs très, très décentralisés et puis donc les institutions, les particuliers aussi. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, dans la démarche de CoinHouse, c'est donc vous construisez des produits d'épargne, des produits d'investissement autour de crypto. Alors déjà, est-ce que c'est pas réducteur de dire juste autour de crypto? Est-ce que ces produits, ils sont pas un peu plus complexes parfois? Et puis, d'autre part, comment est-ce qu'on construit ces produits? Est-ce que finalement, c'est les mêmes logiques que des produits d'épargne classiques, ou est-ce qu'il y a des spécificités qui seraient significatives? Alors, il y a des spécificités qui sont liées au risque, à la jeunesse du marché. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que on vit dans un marché crypto qui a connu quelques séismes là, assez importants avec l'arrêt de plusieurs projets majeurs et puis une baisse des marchés qui correspond à un cycle assez connu qu'on voit en fait se reproduire depuis quelques années. Mais donc il y a des spécificités et puis on va retrouver aussi l'approche traditionnelle de gestion de portefeuille Voilà. que l'on va retrouver dans la finance. Et d'ailleurs, nos équipes qui font de l'asset management viennent aussi bien des grands asset managers et des salles de marché que du monde de la crypto. Et on fait ce mixte entre les deux. Et donc, en termes de construction de ces produits d'épargne, typiquement, qu'est-ce que ça comprend, en fait, un produit d'investissement crypto? Essayons d'être vraiment très, très concret. Alors, en effet, c'était la première question. C'est pas un accès à la crypto, simplement à la crypto, c'est un accès à cet univers, cet écosystème. En fait, l'univers crypto est extrêmement riche et évolue très vite. Mais par exemple, on propose un livret qui est
sorte de livret A, mais bien évidemment, il n'y a rien à voir avec le caractère traditionnel et sécurisé du livret que vous connaissez, qui est servi par une banque, mais qui est un livret à taux garanti. Donc nous, on propose un taux de 4,5% actuellement sur un stablecoin dollar qui s'appelle l'USDT, qui est le principal stablecoin avec l'USDC. On propose aussi 4,5% sur l'USDC, qui est un stablecoin poussé par Circle et Goldman Sachs. Et donc, on donne aux gens qui souhaitent investir ce rendement fixe sur la base d'un investissement en USDC. Donc on retrouve des mécaniques assez similaires à des placements à taux garanti, sauf que la contrepartie, bien sûr, ne l'est pas, parce qu'il ne s'agit pas d'euros ou de dollars, il s'agit de crypto. Et qu'est-ce qu'on finance derrière? En fait, on va financer des plateformes qui souhaitent emprunter des USDC ou des USDT pour leurs besoins, notamment pour de la liquidité, pour faire de l'effet de levier. Elles nous donnent en échange du collatéral, et donc on est surcollatéralisé par rapport à cela. Et ce rendement, ils sont prêts à le payer. Ils vont le payer 2, 3, 4, 6, 7, 8% en fonction des maturités. Et nous, on structure le produit pour rendre un produit à nos clients en étant à la fois extrêmement transparent sur les contreparties, donc qui sont les gens auxquels on a emprunté, en faisant toute l'analyse de la qualité de ces contreparties. Donc on a pris la même approche de noter ces contreparties, d'être capable de se dire est-ce qu'elles sont justement liquides, quelle est leur qualité derrière en matière de fonds propres, etc. C'est pour ça, par exemple, que des protocoles comme UST et Luna, qui a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il y a eu une faillite totale, en fait, et l'arrêt du projet de stablecoin algorithmique, proposer sur leur plateforme 20%, nous, on n'y est jamais allé, parce qu'on estime que le projet était trop jeune et que c'était trop risqué. Et même si on peut se dire 20%, c'est énorme, nous, on a préféré aller prêter à des établissements AAA. Et d'ailleurs, ça nous a plutôt bien réussi, puisqu'on a collecté plusieurs dizaines de millions d'euros et on a un rendement extrêmement stable depuis le début de l'année. Donc ça, c'est une expression sur le livret. Ensuite, on fait de la gestion sous mandat, où là, vous nous confiez des fonds en dollars, et nous, ensuite, on les investit suivant des benchmarks, c'est-à-dire très exposés au Bitcoin, peu exposés au Bitcoin, et le reste, ça va être soit des stablecoins, soit d'autres coins qui sont beaucoup plus innovants, beaucoup plus jeunes, mais plus prometteurs. Donc on arrive à construire des stratégies qui sont défensives, équilibrées, ou offensive par rapport à la diversité. Ça, c'est deux catégories de produits. Mais finalement, c'est un gros boulot d'équilibre en fait, entre le risque, disons, consubstantiel à ces actifs, et puis quand même une forme de stabilité. Quand même. Ce que vous apportez, c'est un petit peu moins de risque quand même en équilibrant. Ouais. En tout cas, on l'explique. Et les clients qui veulent prendre... De toute façon, le risque, si le benchmark est le Bitcoin, ton risque, c'est le Bitcoin. Et donc là, l'objectif, c'est moins tu es exposé au Bitcoin, plus tu es exposé à des tokens innovants, là, tu vas être beaucoup plus risqué. Si tu es sur Bitcoin et Ethereum, tu vas l'être beaucoup moins. D'où le caractère offensif ou défensif du projet. Il y a d'autres produits qu'on peut imaginer. Vous avez sans doute entendu parler des métaverses et notamment de terrains virtuels dans Sandbox ou dans Decentraland. Eh bien, il est possible, par exemple, de faire de la gestion immobilière dans ces terrains. C'est-à-dire d'acheter des terrains, de les louer, de les acheter ou de les revendre. Et on pourrait imaginer un produit qui fait de la gestion immobilière dans un univers Web3. Donc des terrains virtuels, en l'occurrence. Ouais, et vous pouvez le packager et le vendre en mandat de gestion. On n'a pas décidé d'y aller parce qu'on considère que c'est trop jeune encore, mais ça fait partie des projets. Parmi d'autres projets intéressants, du minage vert de Bitcoin. Il existe plusieurs sociétés qui utilisent de l'énergie qui est complètement cramée pour rien en fait. Quand vous faites de l'exploitation pétrolière, donc dans les champs pétrolifères, vous avez un gaz qui est extrait, qu'on appelle le gaz de Torcher, qui vient naturellement en fait, avec le pombage de la matière brute. Et ça, ce gaz, comme il est souvent intransportable dans l'endroit où il se situe, les industriels le crament. Il est perdu, voilà. Donc ça consomme de l'énergie inutile et en plus ça pollue l'atmosphère en la réchauffant. Si localement vous transformez ça avec une turbine à gaz et vous alimentez un système de refroidissement et un système de fourniture d'énergie,
vous avez localement une réduction de l'effet de serre de 60%, et en plus, vous produisez du Bitcoin avec un prix de l'énergie qui est garanti, qui est forcément très bas parce qu'il ne va pas les pomper sur le système énergétique. On pompe de l'énergie qui de toute façon n'aurait pas utilisée. Donc on ne va pas venir influer sur des systèmes qui peuvent être sous tension dans certaines périodes. Et vous avez une production de Bitcoin avec des rendements qui peuvent atteindre 10-12% annuels. Ça, c'est des projets qui sont hyper intéressants. On ne l'a pas encore packagé, mais on a identifié plusieurs sociétés qui font ça, notamment aux États-Unis, au Dakota, au Wyoming. Et ça nous semble assez intéressant. Alors, bien sûr, il faut faire l'étude, savoir quelle est la véracité de ce qu'ils disent, la qualité des contrats, la qualité de l'équipe, etc. On fait un vrai travail comme on le fait en asset management et quand on analyse des projets. Et si on trouve le projet vraiment bien, on pourra le commercialiser. En plus, ce serait un produit sous forme d'un fonds luxembourgeois. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, voilà. C'est pour vous donner l'idée de la diversité. On n'est pas juste dans la gestion du Bitcoin ou le financement des plateformes ou de la liquidité dans notre écosystème. On peut aussi imaginer l'arrivée dans le Web3 avec des financements autour de NFT ou de terrains virtuels, de la spéculation immobilière dans des univers virtuels, ou bien, comme je le disais, du minage. Et ce n'est qu'un début, puisque le monde est à construire. Il est encore très jeune, il est très risqué encore, mais il est incroyablement passionnant et il faut absolument s'enrôler et au moins essayer de le comprendre, parce qu'il va profondément changer l'industrie de la banque et de la finance. Alors effectivement, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup d'actifs, d'assets numériques qui sont en démarrage. Vous avez évoqué les NFT et puis d'autres dispositifs. Côté crypto, il y a déjà quand même un certain historique. Et alors, sans peut-être parler de démocratisation, mais il y a quand même un engouement qui croît. Et du coup, j'ai envie de vous demander, c'est qui les clients en fait? Quels sont les différents types de clients à qui ça s'adresse en fait, ces produits-là? Vous avez déjà un petit peu évoqué des aspects, mais... Il y a une étude qui a été sortie par notre association professionnelle autour des actifs numériques qui s'appelle l'ADAN, avec KPMG et Ipsos, en décembre dernier, qui montrait que sur un sondage de 2000 personnes, 8% des adultes déclaraient avoir déjà acquis ou être en possession de crypto-monnaies, et 30% d'entre eux déclaraient vouloir le faire dans les 2 ans. À côté de ça, la quantité des entreprises, elle, est inférieure à 0,5%, mais vu l'intérêt pour des moyens de paiement beaucoup plus rapides, ou tout simplement pouvoir accepter aussi, quand on commerce dans un univers Web3, vous commercialisez dans un univers qui ne supporte pas le fiat. Il ne faut que des tokens qui se manipulent dans une blockchain, donc des crypto-monnaies, a priori, qu'elles s'appellent Bitcoin ou autre chose, et donc il faut être capable de les manipuler. Donc, de toute façon, la quantité d'entreprises qui va rentrer dans cet univers va être très importante. Aujourd'hui, on a pas loin de la moitié du CAC 40 qui a acheté chez nous. Principalement des terrains dans les métaverses, les fameux, parfois un peu de crypto-monnaie, ou alors qui se met à vendre des NFT et utilise nos solutions de conversion automatique de crypto en euros, ce qu'on appelle le off-ramp. Parce que quand je vends un NFT, moi, en tant que directeur financier, je vais le vendre en crypto parce que je n'ai pas le choix, mais dans ma balance sheet, je ne supporte pas la crypto, il n'y a pas de casse pour ça, et donc je veux des euros. Et comme les cryptos est volatile, je veux être capable de la convertir immédiatement. Et nous, ça, on offre ce service-là. C'est la fameuse partie CoinHouse Solutions qui offre des solutions à des clients B2B. Et là, nos références, c'est des boîtes leaders dans leur domaine qui sont gigantissimes. Elles sont 400 fois ou 500 fois plus grosses que nous. C'est un bon début, je pense, pour vous expliquer déjà la diversité. Les clients classiques qu'on a chez CoinHouse, on n'est pas le moins cher du marché. Nous, on est là pour apporter une diversification de l'épargne. Donc ça consiste à dire que si vous avez que 10 € à investir dans les cryptos, bon, même si vous pouvez raisonnablement faire aujourd'hui un x5 ou un x6 en 3-4 ans sur certaines cryptos, notamment Ethereum ou Bitcoin, ceci n'est pas un conseil en investissement,
sur 10 balles, même avec l'inflation, c'est pas hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'on va plutôt considérer les gens qui vont mettre quelques milliers d'euros à plusieurs milliers d'euros. Sur les 45 millions de personnes qui ont entre 19 ans et 75 ans en France, il y en a 33% qui ont un patrimoine médian qui les situe au-dessus de 30-40 000 euros en argent disponible. Oui. Mettre 10%, 15% de son épargne dans les cryptos pour le dynamiser, sachant que quand on a ce type de patrimoine, c'est qu'on est prêt à perdre 3 ou 4 000 euros. Hein, c'est finalement un long week-end quelque part ou des vacances au ski et encore dans une petite station. Mais à côté de ça, si ça vous fait gagner 4-5 fois la mise, ça peut payer les études de votre fils ou de votre fille, ça peut changer votre vie et c'est pas inintéressant. C'est cette typologie de clients et la clientèle plus premium, dite de banque privée. Oui. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des gestionnaires, enfin des CGP ou des plateformes de CGP, voire maintenant des banques privées qui distribuent nos produits à leur clientèle. Et on a un accord commercial avec elles. Leurs clients restent leurs clients, ça c'est très important. Et nous, on est le partenaire PSAN, prestataire de services en actifs numériques régulé, qui apporte toutes ces solutions spécifiques sur les cryptos. On ne veut pas aller dans les autres business de l'asset management. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question en fait. Est-ce que l'avenir, c'est d'un côté des actifs classiques, de l'autre côté des actifs numériques ou un peu d'hybride en fait? L'hybridation, on va la trouver dans l'assurance vie et ça va démarrer. C'est encore un peu tôt. Il n'y a rien qui ne bloque en fait à la création d'une assurance vie avec un compartiment crypto, que ce soit au Luxembourg ou en France. C'est plus une question de volonté. Oui, il va y avoir une hybridation. Aujourd'hui, on travaille encore de façon compartimentée, chacun de son côté. Mais on se renifle un peu. Donc, et je pense que par rapport à un marché qui a un potentiel assez phénoménal, il serait idiot pour les établissements financiers et bancaires de ne pas s'y intéresser. Hier, il y avait une conférence de Goldman Sachs à Paris sur la French Tech Disruption, en fait, toutes les sociétés qui justement apportent de la disruption dans l'écosystème. Et il y avait sur 8 heures de conférence, il y avait 2h30 de conférence sur les cryptos et le Web3. C'est révélateur, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces sujets extrêmement innovants malgré tout? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais la plupart de vos clients ont des mandats de gestion, vous avez des mandats de gestion et vous gérez pour eux des portefeuilles diversifiés à risque en fonction du profil du risque finalement. Et du coup, quand vous travaillez avec des CGP, comme vous l'avez dit, qui peuvent eux-mêmes avoir un mandat de gestion sur d'autres produits hybrides, comment vous gérez? Parce qu'en fait, encapsulé dans un mandat, il y a un autre mandat. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être géré. Je ne sais pas si ma question est claire. Non, le mandat est nécessairement signé avec nous. C'est un mandat de gestion entre CoinHouse et le client final en présence éventuellement d'un CGP ou d'une banque privée, mais c'est le mandat de CoinHouse. C'est distinct des mandats que peut avoir le banquier privé ou le conseiller avec son client sur d'autres types de supports. Et ça représente une grande partie de vos clients, il n'y a pas de gestion libre? Non, j'ai dû mal exprimer, j'en suis navré. C'est moi qui ai mal compris. Non, mais en fait, les mandats et les livrets, c'est des choses qu'on a initiées il y a maintenant 8 mois à peu près, et ça concerne aujourd'hui 300-400 clients sur 120 000 clients. Donc la grosse majorité des clients fait de la gestion libre, chez nous. En revanche, c'est des gros tickets. C'est des montants beaucoup plus conséquents. On a 3 typologies de clients. On a le client particulier classique va investir en moyenne 5 000 euros. Le client dit premium va investir en moyenne 60 000 euros. Ça, c'est du cash-in euro et ensuite, il va faire un certain nombre de transactions. Il va faire évoluer ça. Donc, ce n'est pas la valeur de son portefeuille, bien évidemment. Le client professionnel va investir entre 70 000 et 90 000. Et dans la gestion sous mandat, on est plutôt sur entre 30 000 et 50 000 en moyenne. Voilà.